Bonjour à tous et bienvenue sur Chef, le podcast du management positif. Je m'appelle Sophie Plumer, je suis RH et manager et passionnée par les sujets de management. Avec Chef, je pars à la rencontre de managers et de leaders audacieux et bienveillants pour m'inspirer et améliorer mes pratiques de management. Alors je me suis dit que j'allais partager ce contenu avec vous. Plutôt sympa, non ? Allez, je vous embarque. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'Audrey Julienne. Audrey est un profil multipotentiel. Elle est à la fois marketeuse, freelance, créatrice d'une agence de marketing digital, professeure de danse, puis professeure d'entrepreneuriat et de marketing, avec en plus une expérience professionnelle aux États-Unis. À l'image de son profil et de sa personnalité, nous avons abordé plusieurs thématiques de management et de développement personnel. Nous avons démarré notre conversation par le sujet de la liberté professionnelle, notamment issue de son expérience américaine. J'ai ensuite profité de sa présence derrière mon micro pour approfondir ce qu'est un profil multipotentiel, les clés de fidélisation et de management de ce type de profil si précieux si vous avez la chance d'en avoir dans vos équipes. C'est super important de bien les comprendre pour pouvoir bien les accompagner. Nous avons ensuite abordé le management de profil digital nomade, puisqu'Audrey a travaillé pendant 18 mois avec une collaboratrice qui était partie voyager en Australie et en Asie. Et là encore, nous avons parlé de liberté, de confiance et de flexibilité. Audrey est aujourd'hui freelance. Elle a monté une agence qui regroupe des freelances qui s'appelle Boots & Cats. Le statut juridique de l'agence est particulier puisque c'est une CAE qui permet à ses membres d'être des salariés entrepreneurs. Donc c'est un statut très intéressant socialement pour les freelances qui nous écoutent. Ce qui m'a aussi intéressée, c'est la manière dont s'organisent les relations interpersonnelles au travail entre freelances. En tant que membre fondatrice de l'agence, Audrey joue un rôle de catalyseur et de mentor pour les profils moins expérimentés. Et donc elle vit des problématiques de management et de leadership assez similaires, voire exacerbées par rapport au management vécu dans des entreprises plus classiques. Nous avons parlé de travail collaboratif à distance, de feedback, de l'art de faire grandir ses partenaires, de qualité de la relation et de la motivation de chaque membre de l'équipe de freelance. J'ai demandé à Audrey d'être très concrète dans ses conseils et vous allez être servis. Elle nous parle de Trello, de méthode Pomodoro, des 15 minutes de 15 heures. Il n'y a pas de grosse révolution, mais par contre des conseils très pratico-pratiques et activables dès la fin de l'épisode. Audrey nous donne aussi des conseils en management issus de son expérience d'enseignante. La méthode du learning by doing qui s'applique très bien dans le monde de l'entreprise. Enfin, nous avons abordé des thèmes qui me tiennent à cœur, car ce sont souvent des problématiques que rencontrent les managers que nous sommes. Les notions de créativité et de gestion du temps, notamment à distance et en tant que freelance, marketeuse et professeure. Clairement, Audrey, elle est calée sur le sujet. C'est le dernier épisode de l'année 2020. Il est très riche en thématiques et en expériences. J'ai beaucoup apprécié la sincérité et la générosité d'Audrey, que je remercie encore au passage. Je vous avoue que j'ai pris encore une fois beaucoup de plaisir à enregistrer cet épisode. Nous avons enregistré l'épisode en fin de journée, un mercredi, il faisait nuit. Une petite bougie allumée sur le rebord de la fenêtre, c'était une ambiance super chill et relax. J'espère que vous entendrez nos good vibes et le plaisir que nous avons eu à discuter ensemble de tous les sujets qui nous intéressent. Voilà, je vous retrouve en fin d'épisode pour le traditionnel débrief. Bonne écoute. Bonjour Audrey et bienvenue sur Chef. Je suis vraiment ravie de t'accueillir sur le podcast. Bonjour Sophie, c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Pour démarrer notre échange, je voudrais en savoir plus donc sur ton parcours qui m'intrigue beaucoup. Et en préparant cet épisode, j'ai consulté notamment ton blog et tu te décris de la manière suivante. Après plusieurs tentatives infructueuses de garder un emploi en entreprise et beaucoup d'angoisse à essayer de choisir entre une carrière qui rapporte et une carrière dans laquelle je m'épanouis, j'ai réalisé que la combinaison inhabituelle de mes centres d'intérêt et de mes compétences était une force et pas un handicap. J'ai découvert le terme de multipotentiel que j'ai immédiatement adopté parce que je ne rentrais pas dans une boîte conventionnelle. Donc c'est en partie cette phrase et cette dimension qui m'intrigue. En quoi ton parcours est multipotentiel ? Et finalement aujourd'hui, quelles sont tes différentes activités ? Alors, je pense que le meilleur exemple de la multipotentialité dans mon parcours, ça a été une passion pour moi, j'ai envie de dire plutôt une passion qui est la danse de salon en l'occurrence, qui a toujours été un hobby, enfin très longtemps été un hobby, et ma carrière classique de marketeuse, jusqu'au jour où il a fallu que je gagne ma vie pour pouvoir soutenir la création de mon entreprise et où j'ai commencé à prendre conscience que plutôt que de dépenser de l'argent à prendre des cours de danse, je pouvais aussi bien passer une partie de mon temps à enseigner la danse et puis une autre partie de mon temps à développer mon entreprise naissante. Donc ça, c'était un petit peu la première étape, on va dire, vers la multipotentialité.
où en fait les deux activités vivaient côte à côte et me nourrissaient, une à la fois financièrement et socialement, et puis l'autre intellectuellement par le développement d'une activité professionnelle qui m'intéressait. Ce qu'il faut savoir, c'est que quelques années auparavant, j'avais déjà fait une petite percée dans le monde de la danse de salon. J'étais à l'époque géo au Club Med, où je faisais ça à temps plein, et je me suis vite rendu compte que à temps plein faire que de la danse, ça me nourrissait pas intellectuellement. Donc même ce côté passion ne suffisait pas à me satisfaire et à me faire vivre pleinement. Donc j'avais vraiment besoin d'avoir aussi l'approche, la partie plutôt intellectuelle que je trouve et créative que je trouve dans le marketing. Donc une première étape côte à côte, et en enseignant la danse de salon, il se trouve que en fait j'ai appris à enseigner. Et quand je suis rentrée en France en 2012, après avoir passé 8 ans aux États-Unis, les propositions qu'on m'a faites, ça a été de devenir prof. J'avais jamais été prof de ma vie. Quand j'étais petite et qu'on me disait est-ce qu'un jour tu voudrais être maîtresse, je disais non. C'était vraiment pas du tout mon centre d'intérêt prioritaire. Mais en enseignant la danse, j'ai découvert et j'ai pris goût un petit peu au transfert de savoir, on va dire, plus qu'à l'enseignement au sens pur. Et du coup, quand on m'a proposé de donner des cours, je venais de rentrer en France, j'avais pas encore vraiment de clients. Je me suis dit allez, je vais tenter, et ça veut pas être pire que de donner des cours de danse. Donc j'ai pris l'enseignement l'enseignement de l'enseignement quelque part, tout ce que j'avais appris sur comment enseigner en enseignant un cours de danse, et je l'ai transféré en remplaçant danse par marketing ou par entrepreneuriat, et j'ai appris à enseigner dans une de mes parties. Et c'est là où vraiment mes deux mondes se sont croisés à un moment où les enseignements d'une de mes activités m'ont servi à développer une autre activité. Et j'ai rajouté une corde à mon arc. Maintenant, je suis prof aussi. D'accord, donc t'es prof de danse, marketeuse et prof. Alors, plus prof de danse, hein, j'ai arrêté quand je suis rentrée en France parce que, j'étais passée à autre chose. Multipotentiel, ça a des passions, et des passions qui vont en montagne russe aussi. Pour le moment, la danse, j'ai mis de côté. À la place, je me suis intéressée plus à la musique et au chant, mais du coup en hobby pour le moment. Et par contre, j'ai gardé le côté prof, et j'ai développé ce côté prof plus en le mettant en lien avec mes connaissances en termes de marketing et d'entrepreneuriat. Et donc aujourd'hui, effectivement, une de mes activités, c'est d'être prof d'entrepreneuriat et de marketing dans certaines écoles de la région lyonnaise. Tu as mentionné que tu avais vécu aux États-Unis pendant 8 ans, que tu étais revenue en France. Qu'est-ce que tu as appris ta vie aux États-Unis, et avec quoi tu es revenue en France, notamment dans le milieu professionnel? Je suis partie aux États-Unis pour travailler pour une entreprise française. Je suis restée 4 ans c'était Laboratoire Boiron. Je suis restée 4 ans avec eux. C'était une très belle expérience qui m'a permis d'avoir une expérience mixte, en fait, d'une moitié culture française, moitié culture américaine dans l'entreprise. Donc ça n'a pas été un choc très violent quand j'étais en entreprise là-bas. Mais je pense que ce que j'ai vraiment appris aux États-Unis, c'est plus la liberté de faire ce qu'on a envie de faire, en fait, et l'encouragement que j'ai reçu par les gens qui m'entouraient quand je leur parlais de mes projets professionnels était pour moi sans précédent. Si en France, et ça m'est arrivé avant de partir aux États-Unis, j'avais déjà un petit peu pensé à un moment à devenir entrepreneur. J'étais encore jeune, je savais pas trop comment ça se passait. Et quand je parlais de ça, on me disait mais t'es folle, c'est compliqué, il faut beaucoup d'argent pour démarrer, c'est difficile de trouver des clients. Enfin, on me mettait beaucoup de barrières en fait dans mon environnement français. Quand j'étais aux États-Unis, on me disait super idée, vas-y, lance-toi, teste, de toute façon t'as rien à perdre. Enfin, l'approche par rapport à la prise de risque, elle était très différente, et sans pour autant être idéaliste. C'est-à-dire qu'on me disait pas tu vas réussir. On me disait même si tu réussis pas, c'est pas grave au final. Et lance-toi, essaye, et puis tu verras bien ce que ça donne. Donc c'est avec ça que je suis revenue un petit peu, je pense, c'est avec cette absence de peur de l'échec. Bon, je dis pas que j'en ai pas peur, hein, comme tout le monde, je suis humaine, mais je pense que culturellement, j'ai vraiment gardé ça, où je me dis, de toute façon, si on n'essaye pas, on sait pas. Donc quels sont les risques ? On mesure un petit peu les risques, et puis on y va, quoi. C'est quelque chose que tu appliques aujourd'hui, du coup, dans ta carrière, dans la manière de gérer ta carrière et ton activité ? J'ai envie de dire 100%. Oui. Souvent, ça fait un peu peur d'ailleurs, parce que faut pas. Puis comme j'ai 12 000 idées de business à la minute, ça peut effrayer de temps en temps. Bon,
je me lance pas dans tout, hein. Mais oui, et ça correspond aussi à cette notion de multipotentiel dont on parlait tout à l'heure. Et effectivement, la culture française reste encore assez spécialiste. On a un métier, on fait notre métier. Quand c'est pas, on est dans la même entreprise toute sa vie. Ça commence quand même à évoluer. Mais malgré tout, il y a quand même ce passé un peu traditionnel et monométier. Alors que moi, j'ai envie d'essayer plein de choses et de faire plein de choses et de continuer à suivre mes intuitions. Ça m'amène plein de questions, mais la première, comme le podcast s'adresse avant tout à des managers, la première question c'est quels seraient tes conseils à des managers qui ont des multipotentiels dans leurs équipes pour bien les manager et surtout les fidéliser et les nourrir? C'est une excellente question. En fait, il y a plusieurs manières pour une personne qui est multipotentielle de s'épanouir. Ça peut être dans un seul et même travail. C'est-à-dire que une des choses que le manager peut repérer, c'est les intérêts divers de la personne qui est managée et peut-être donner des opportunités à cette personne d'exprimer certains de ses centres d'intérêt à travers ses missions pour l'entreprise. C'est pas toujours possible et puis la personne elle a peut-être pas forcément toujours envie non plus, mais bon, c'est une des options. L'autre option pour un multipotentiel pour vraiment s'épanouir, c'est d'avoir des voies parallèles. Et ça, c'est souvent quelque chose qui est mal vu dans les entreprises, où on met un petit peu des barrières aux gens qui ont envie de faire un tiers-temps ou un 4/5e pour pouvoir à côté développer une autre activité. On a l'impression qu'ils ont déjà un pied dehors, qu'ils vont s'en aller. Et en fait, non, pas du tout. Au contraire, leur donner la liberté, la flexibilité en termes d'agenda et de gestion de leurs heures. De leur temps. Voilà, de leur temps, merci. C'est une manière de leur permettre de s'épanouir dans deux choses différentes et peut-être de rester bien plus longtemps et de manière bien plus satisfaisante dans l'entreprise, tout en créant leur autre petite activité à côté, qui peut avoir rien à voir, qui n'aura probablement rien à voir avec l'activité de l'entreprise. Ouais, donc c'est de l'écoute pour comprendre en fait les appétences et être prêt à ajuster les conditions de travail, le temps de travail, la feuille de route des collaborateurs en tout cas. Il me semble que c'est la base du management. Exactement, mais c'est encore, je trouve, d'autant plus important pour des gens qui aspirent vraiment à plusieurs activités, en tout cas à être nourris de manière diverse et qui ont besoin de temps pour le faire. Et donc ça demande une ouverture d'esprit peut-être encore plus importante. Ouais, je pense que une manière pour le manager de le voir, s'il veut le voir avec une forme de retour sur investissement, parce que après tout, quand on est manager, on a aussi des engagements par rapport aux gens qu'on manage, mais on a aussi des engagements par rapport à l'entreprise. Et donc cette notion de retour sur investissement, elle est malgré tout importante. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que le manager, il peut vraiment développer ses compétences et vraiment développer ses capacités en testant des choses dans une autre activité. Et que du coup, c'est l'activité principale, c'est l'activité salariée, on va dire, qui va en bénéficier en espèce de ricochet parce que le salarié aura acquis des compétences de gestion, acquis des compétences de réseau, acquis des compétences complètement variées et indépendantes de son activité principale, mais qui vont au final servir son activité principale. Donc, il faut pas le voir comme une perte, mais plutôt comme un gain, je pense. Oui, c'est d'ailleurs Google, je crois, qui autorise ses collaborateurs, voire qui demande aux collaborateurs d'avoir des side projects, parce qu'en fait, ça nourrit la créativité qu'ils ont au service de Google. Tout à fait. Ouais. Google et Boots and Cats. Voilà, donc ça fait la bonne transition avec aussi un de tes gros projets qui s'appelle Boots and Cats. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ? Alors, Boots and Cats, c'est une CAE, donc c'est une collectivité d'activité et d'emploi, qui est donc une SCOP qui fonctionne un petit peu comme une structure de portage salarial et qui donc est une collectivité de personnes qui sont à la fois indépendantes et salariées. Elles sont complètement indépendantes dans leur développement commercial, dans leur gestion. Elles sont 100% autonomes, mais elles ont un statut salarié qui leur permet d'accéder à certains avantages sociaux qu'on n'a pas quand on est freelance aujourd'hui et qu'on est indépendant, plus un accompagnement de ma part et de la part de mes collaboratrices pour les aider à s'épanouir et à se développer dans leur entreprise. C'est une CAE qui abrite en son sein une agence de communication digitale. Donc c'est une CAE qui est spécialisée dans les métiers de la communication digitale, community management et tout ce qui tourne autour,
optimisation, création de sites web, photographie, vidéo, motion design, enfin voilà, tout ce qui peut servir en tout cas à la communication digitale. Et donc l'agence permet à ces entrepreneurs salariés de se retrouver autour de projets communs et donc de collaborer sur des clients à plus grande échelle que s'ils étaient tout seuls dans leur activité. On retrouve à la fois le multipotentiel et la liberté dans ce projet qui te caractérise, c'est ça? Écoute, c'est un compliment que je prends, merci. Oui, c'est tout à fait ça. L'idée, c'était vraiment l'idée est partie de l'agence que j'avais créée en rentrant des États-Unis, qui s'est développée, qui employait plusieurs personnes au statut freelance. Et dans mon réseau, j'ai beaucoup de jeunes entrepreneurs ou en tout cas de personnes qui sont en statut freelance pour se lancer. Et je me suis rendu compte comme ça des difficultés que pouvaient avoir ces personnes et de l'instabilité de la précarité du statut de freelance en France. Et du coup, une chose en entraînant une autre, et puis aussi par souhait de transférer un peu l'activité d'agence de communication, qui était une de mes cordes à mon arc de multipotentiel que j'ai envie de réduire aujourd'hui pour pouvoir passer plus de temps sur d'autres choses. Du coup, pour transférer cette activité, c'était une manière aussi de regrouper certaines des personnes avec qui je travaille sous une marque ombrelle en fait. Et on est 4 fondatrices sur la structure Boots & Cats aujourd'hui qui sont les piliers de l'agence. Si je résume, c'est un regroupement de freelance finalement pour un projet commun avec des synergies aussi que vous avez en commun, en gardant les avantages de freelance tout en ayant les avantages sociaux du salariat. On veut le beurre, l'argent du beurre et tout le reste. C'est ça. Ouais, l'idée pour nous, je pense que le mot d'ordre, c'est travailler seul mais ensemble. Dans ce que je retiens aussi de ton parcours et de cette histoire, c'est que toi, t'as vraiment été la clé de voûte de ce projet parce que t'as été au cœur de la réunion des talents, des freelances qui constituent aujourd'hui Boots & Cats. Très extérieur de ce que j'ai pu en lire et de ce que tu m'en as dit quand on a préparé l'épisode, t'as joué un rôle de leader dans la construction de Boots & Cats. Est-ce que c'est ça? Je pense que mon rôle à moi, c'est effectivement, j'ai relié les différents talents en un seul et même endroit parce que j'ai un réseau relativement large et puis j'ai aussi l'avantage, là aussi, tiens, on va refaire le lien avec le fait que je sois prof. Deux de mes co-créatrices, je les ai rencontrées sur les bancs de l'école. Donc elles étaient sur les bancs et moi j'étais leur prof en fait. Ouais. Donc tout se recoupe à un moment. Ouais, j'aime pas trop l'idée de voûte dans le sens où je suis plus là pour les pousser et mon envie avant tout c'était pas de les prendre sous mon aile, même si les gens aiment bien cette idée-là, mais plus de les pousser hors du nid. Je préfère cette image. Donc de leur donner des opportunités en fait de se développer elles-mêmes et de voler de leurs propres ailes. Ok, un peu plus comme un révélateur. Ouais, voilà, j'aime mieux cette image. Enfin, je trouve que ça correspond plus, en tout cas, à l'intention. Après, dans la pratique, effectivement, dans les manières de travailler, j'ai peut-être vu que c'est moi qui ai amené les premiers clients, en tout cas, peut-être plus une vocation de leader de clients, en tout cas de chef de projet, on va dire, sur certains clients. Mais même ça, c'est en train de changer aujourd'hui et d'autres personnes qui sont en train de reprendre les rênes à ce niveau. Comment tu as identifié le potentiel des personnes avec qui tu as voulu travailler? Comment tu les as justement développées ou tu es en train de les développer pour que ça devienne aujourd'hui des associés? Tout s'est fait de manière assez organique jusqu'à aujourd'hui. Avant la création de Boots & Cats, il n'y avait pas vraiment une volonté spécifique de créer un réseau dédié à des choses. J'ai jamais recherché des gens en particulier. Les rencontres se sont vraiment faites de manière assez organique. La première personne qui a rejoint l'agence, c'est Charlotte. Donc Charlotte, je l'ai rencontrée sur les bancs de l'école. Elle cherchait un stage. Et puis bon, moi j'avais un business qui grossissait à ce moment-là. Et je me suis dit, tiens, ce serait bien d'avoir un petit coup de main. Allez, je prends une stagiaire. Et puis en l'occurrence, Charlotte avait candidaté. Et je l'avais déjà repérée comme étant un élément
perturbateur dans la classe. Non, je rigole. Mais je me rappelle qu'une des choses que Charlotte m'a dit pendant son entretien, c'est oui, alors en parallèle de l'école, j'ai des parts dans le bureau de tabac de mon petit ami et enfin, elle avait déjà cette appétence naturelle pour les projets, pour la diversité, pour l'entrepreneuriat. Le fit, il était mais immédiat quoi. Après l'entretien, je savais tout à fait. Enfin, j'étais sûre de mon choix. Et je le regrette pas parce que ça fait bientôt 6 ans qu'on travaille ensemble. Et j'espère qu'on a encore de belles années devant nous. Mais voilà, donc ça s'est fait de manière assez organique. Elle est passée de stage en freelance, en salarié, en freelance à nouveau. Enfin voilà, on a enchaîné les différents contrats entre nous, mais on ne s'est jamais quitté. Et du coup, ça faisait partie des personnes qui étaient évidentes pour moi quand je me suis dit que j'allais faire un transfert de mon activité de communication digitale. Ensuite, Cécile et Sophie sont arrivées un petit peu en même temps au moment où Charlotte, justement, a décidé de partir s'installer en Asie du Sud-Est et en Australie pendant une durée indéterminée et où on a eu besoin de renforts en local parce que certains de nos clients avaient des problématiques qui demandaient une réactivité dans un fuseau horaire français. Donc, difficile quand la personne qui est en charge de ça, elle est à 10 heures de décalage horaire. Donc, on s'est dit, bon, il nous faut du renfort en France. Et puis, l'activité se développait aussi en termes de clients. On avait de nouveaux clients qui rentraient. Il y avait pas mal de choses qui se passaient. On me demandait, parce que on me demande souvent aussi si je connais des gens, des compétences spécifiques. Donc là aussi, ça se fait un petit peu de manière organique. Sophie m'a contactée. Elle avait été aussi mon étudiante. Je me rappelais d'elle parce que, pareil, c'était un élément perturbateur dans le bon sens. Et je lui ai dit, bah écoute, si ça t'intéresse, moi j'ai une opportunité qui vient de se présenter, donc faisons un essai ensemble. C'est comme ça que Sophie a rejoint l'équipe sur un petit projet, puis un autre projet, puis etc. Et puis donc la quatrième, c'est Cécile, que je connaissais. Alors Cécile, c'est un petit peu différent. Cécile, elle faisait partie de mon réseau. Et j'avais toujours apprécié dans Cécile sa diversité aussi. Donc Cécile, elle fait de la danse, elle travaille elle est commerciale, elle appelle des gens, elle a pas peur, elle a pas froid aux yeux, elle appelle des gens en cold calling sans se démonter. Elle a beaucoup de créativité, beaucoup d'humour. C'est la spécialiste des montages Photoshop nuls. Voilà. Et ce côté créatif et ce côté aussi très très multipotentiel, au final, correspondait bien. Mais une fois encore, enfin, il n'y a pas eu d'entretien, il n'y a pas eu j'ai jamais vu un CV, mais ça s'est pas fait du tout de manière très conventionnelle. Et sinon, voilà, on recrute en fait les gens avec qui on travaille principalement dans notre réseau parce qu'ils ont démontré des choses qui nous plaisaient. T'as quand même un rôle de détection des talents et des forces des gens où t'es, je trouve, suffisamment ouverte d'esprit pour détecter et savoir l'utiliser au bon moment. Et ensuite garder la relation pour faire en sorte que ça se passe bien. C'est un peu ton rôle ? Ouais, une espèce de catalyseur en fait. Catalyseur, ouais, c'est exactement le mot que j'ai en tête depuis plusieurs minutes. Ouais, je pense que c'est ça, c'est une bonne définition. Et pour faire le lien aussi par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure sur le management de multipotentiel, donc quand Charlotte t'a annoncé qu'elle voulait partir en Australie et en Asie, toi tu t'es pas dit bon bah ça arrête la relation parce que c'est pas possible. Non. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à la création de tout début de ma création d'entreprise, donc quand j'étais encore aux États-Unis, une des valeurs qui était très importante pour moi dans la création de mon entreprise, c'était de pouvoir travailler de n'importe où. Le côté aller travailler dans un bureau, je pouvais plus. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui me correspond pas du tout. Et j'en comprenais pas l'intérêt pour plein de raisons. Alors, je vois l'intérêt sur certains aspects, mais en l'occurrence, il y a tellement de désavantages à ça que je comprenais pas pourquoi le système était fait de telle manière. Donc, je me suis dit, puisque j'arrive pas à rentrer dans le système, bah, je vais faire un système qui me convient à moi. Donc, je vais pas, en tant que indépendante, je peux travailler d'où je veux. J'ai un métier qui est principalement digital, qui me permet de travailler de n'importe quel endroit. Et du coup, très rapidement, je me suis mis dans un mode, alors ce qu'on appelle aujourd'hui de digital nomade. Donc, j'ai jamais vécu à Bali, j'ai jamais travaillé avec mon ordinateur sur une plage, hein, mais je préfère le terme en location independent.
j'ai pas besoin d'être à un endroit spécifique pour pouvoir exercer mon activité professionnelle. Quand j'étais à Philadelphie, c'était le coffee shop d'un quartier, l'école de danse, le canapé d'une copine dans un autre quartier, enfin, en fonction de là où j'avais besoin d'être. Et envie d'être. Oui, et envie d'être, voilà. Et après, ça s'est un petit peu ouvert quand je suis rentrée en France. J'ai voyagé pas mal en Europe, donc j'ai bossé un petit peu de Bruxelles, j'ai bossé un petit peu du Portugal. Enfin voilà, mais sans passer de très très longue durée, mais toujours avec la possibilité justement de la liberté. On parlait de liberté tout à l'heure, la liberté de voyager un petit peu comme j'en avais envie. D'ailleurs, pour revenir à Cécile donc de l'équipe organisait en tout cas jusqu'à l'arrivée du Covid des voyages de coworking, c'est-à-dire que elle organisait la location d'une maison, par exemple à Tenerife. Avec Charlotte, on est allé deux années d'affilée travailler pendant une semaine, 10 jours depuis Tenerife au mois de décembre avec une dizaine d'autres personnes. On partageait une maison, on partageait une connexion Wi-Fi et puis on vivait une expérience un petit peu différente. Donc c'est pour ça, quand elle m'a dit j'ai envie de voyager, je pouvais pas lui dire ça casse la relation, c'était pas possible. Ça fait trop partie de l'ADN de l'entreprise, enfin de qui on est. Et puis c'est moi qui l'ai emmené à faire des coworking à Tenerife et j'allais pas lui dire tu vois c'est bien, tu peux le faire avec moi, mais par contre toute seule là bah non ça va pas, c'est pas possible. Et comment ça a fonctionné en matière de peut-être de coordination, de relations à distance? Comment avec la distance t'arrives à maintenir un lien avec les équipes, encore plus avec des freelances? Enfin, je trouve que la problématique par rapport au salariat est même exacerbée, mais encore plus exacerbée avec une distance et un décalage horaire super loin. Comment vous avez fait pour garder le lien et entre guillemets la flamme de travail ensemble? Alors, je pense que la condition sine qua non pour que ça se passe bien, et c'est une question que je me suis jamais posée avec Charlotte parce que on travaillait depuis de nombreuses années ensemble et je connais sa manière de travailler et je sais que je peux lui faire confiance sur plein de choses. Mais la condition sine qua non, c'est de pas être dans un format 9h-17h. C'est-à-dire que si la personne, elle veut garder un format 9h-17h et pas travailler, enfin, ou 19h même, et pas être disponible à 21h parce que c'est l'heure qui colle pour pouvoir avoir une conférence téléphonique avec la France, ça ne marchera jamais. De la même manière, si la personne en France, elle veut que la personne de l'autre côté, elle travaille à certaines heures et pas à d'autres heures, ça ne marchera jamais non plus. Donc il y a vraiment un côté d'organisation et de flexibilité dans l'agenda qui est une condition sine qua non pour que ça fonctionne. Même de notre côté à nous en France, des fois il fallait qu'on fasse des réunions à 8h le matin et je peux te dire qu'on n'est pas très matinal dans l'équipe. Mm-hmm. Donc mais parce qu'on savait qu'on avait besoin de Charlotte à ce moment-là et que c'était l'heure à laquelle elle était disponible et qu'on pouvait avoir qu'il y avait un fit. Je crois que le pire ça a été à l'époque où Charlotte était, alors j'ai envie de dire qu'à ce moment-là elle était en Thaïlande. Elle me corrigera peut-être mais elle était il me semble en Thaïlande. Nous on était deux à être à Lyon. Et on avait Alexis à l'époque qui travaillait lui depuis la Guyane. Donc là, pour trouver un créneau horaire, c'était folklore. Ouais, j'imagine. Voilà. Et si tout le monde n'y met pas un petit peu du sien et ne sort pas d'une structure classique d'horaire, ça peut pas marcher. Donc pour que ça marche, il faut que l'ensemble des parties en fait ait la flexibilité et l'envie de pas rentrer dans un format classique en termes d'horaire. Donc il y avait le prérequis, c'est la confiance, ouais, et l'envie profonde de travailler ensemble. Ouais. Et ensuite la flexibilité. Je crois qu'elle est restée quand même quelques mois ou voire années. Un an et demi, ouais. Un an et demi. Comment vous avez fait pour entretenir cette flamme professionnelle quand même, pour garder l'envie? Parce que peut-être qu'au bout d'un an et demi, elle aurait pu ne plus avoir envie de... Oui. Enfin, pas plus avoir envie, mais en tout cas avoir d'autres opportunités sur place. Ouais, tout à fait possible. Et pour être honnête, ça m'a traversé l'esprit une fois ou deux où je me suis dit qu'est-ce que je fais si Charlotte elle décide de s'installer en Australie, elle rencontre un beau surfeur et puis elle prend un boulot sur place ou enfin voilà, elle fait autre chose sur place et comment je fais? Je pense que c'est un risque, mais on peut pas contrôler ce qui va se passer en fait. Donc c'est un risque qu'il faut accepter de prendre et pas enfermer les gens sur la durée. C'est pas en essayant de la retenir à toute force que je l'aurais retenue. Je me suis simplement dit que
si ça devait arriver, on gérera de la meilleure manière possible quand ça arrivera, et qu'en attendant, on allait continuer à travailler comme on a l'habitude de travailler. Et elle est rentrée une fois ou deux en France pour une semaine pour voir la famille, enfin voilà. Et à chaque fois, on a fait des petits trucs d'agence quand elle était là, profiter un petit peu de sa présence pour aussi qu'elle participe un peu, enfin voilà, qu'on se croise quand on arrive à se croiser toutes. Alors je dis toutes parce que pour le moment on est que des filles, mais c'est pas, des fois on a Alexis. Mais quand on arrive à se croiser au même endroit au même moment, on se voit toujours avec plaisir, mais c'est pas une obligation au final. Concrètement, vous faites comment pour travailler ensemble à distance, qu'il y ait décalage horaire ou pas finalement? Est-ce que vous avez des outils, des bonnes pratiques à partager? Parce que en ce moment, on est beaucoup à être à distance de nos équipes, salariées ou non. Ouais. Comment vous faites? Alors, on utilise pas mal d'outils de travail collaboratif. Donc, on est des grandes addictes à Trello. Je ne sais pas si tu connais cet outil. C'est un outil de tableau, planification, voilà. Donc, on utilise beaucoup de boards Trello, peut-être un peu trop d'ailleurs. Je pense que j'ai un problème avec les boards Trello. Donc, on utilise ça pour la gestion de projet. Donc, on a des Trello pour nos clients, on a des Trello pour les différents projets sur lesquels on travaille. Ça nous permet de partager à la fois des contenus visuels, des contenus écrits, de faire des to-do list. Enfin, pour nous, c'est un outil qui, en plus, on l'utilise dans sa version gratuite, donc avec vraiment beaucoup de possibilités, même en version gratuite. Okay. On fait beaucoup de Zoom, enfin beaucoup. Alors, je suis pas la Zoom addict non plus, mais enfin, c'est très fatigant. Mais par contre, on essaie de se tenir à minima notre réunion hebdo du lundi matin pour lancer la semaine. Alors quand je dis réunion, c'est plus une heure de partage pour se lancer tout ensemble, en fait, pour démarrer la semaine tout ensemble. Pendant cette heure de partage, la tradition, c'est qu'on fait un petit tour de table de la fierté de la semaine précédente, que ce soit une fierté dans les projets qu'on a en commun, ou que ce soit une fierté personnelle sur un autre projet extérieur, ou même une fierté du type je suis contente cette semaine, j'ai réussi à aller courir. Voilà, donc c'est un petit peu chacune notre tour. On parle de notre petite fierté de la semaine précédente. Après, on fait un petit peu un tour de table aussi s'il y a des questions clients qu'il faut qu'on discute pendant qu'on est tout ensemble. Voilà, mais c'est pas le seul et unique objectif. Et puis après, on se donne chacune aussi nos 3 objectifs pour la semaine. Et une fois encore, ça peut être des objectifs sur nos projets communs, mais ça peut aussi être des objectifs sur les projets individuels de chacune des personnes. Donc ça, on le fait avec non seulement l'équipe rapprochée de Boots & Cats, donc les 4 fondatrices, mais aussi l'équipe qui travaille beaucoup avec nous, de freelance qui travaille beaucoup avec nous sur nos projets agences. Donc on a 3 ou 4 personnes qui sont là régulièrement pour nos kick-offs du lundi matin et qui, en tout cas j'espère, prennent plaisir à être là parce que pour elles c'est aussi un moyen de démarrer la semaine. Voilà, ça nous met sur les rails, j'ai envie de dire. Après, on essaye de mettre en place là depuis quelques temps, surtout avec l'équipe qui grandit, on essaie de mettre en place des coworking à distance. D'accord. Donc hors période Covid, on est plus sur du coworking live où l'une d'entre nous va dire moi je vais travailler à tel endroit aujourd'hui, est-ce que ça tente quelqu'un de venir me rejoindre? Donc c'est un petit peu, on fait ça un petit peu au fly en fonction des besoins et des agendas de chacune. Et là on fait un peu la même chose à distance, c'est-à-dire que on se dit on ouvre un Zoom vendredi de 14h à 17h et puis on fait un travail du style Pomodoro en fait, où on fait 30 minutes de travail focus en fait sur nos projets individuels, où on ferme les caméras, on ferme les micros, entrecoupés de 5-10 minutes de pause où on va discuter. Et pareil, on va aussi, si besoin, se donner l'objectif. Donc, sur quoi est-ce que tu travailles pendant les 30 prochaines minutes? Tiens, je veux réussir à finir ce truc-là. Donc, c'est aussi une manière de se concentrer. Ça peut servir des fois quand on a des semaines qui partent un peu dans tous les sens. Donc, on fait ça pendant quelques heures et puis ça nous permet d'échanger et de nous voir et de raconter des bêtises aussi. Une fois encore, c'est que des choses qui sont... tout est possible et rien n'est obligatoire dans notre mode de fonctionnement. Les personnes qui ont envie de se joindre à nous de l'équipe élargie peuvent tout à fait se joindre à nous. Et puis si quelqu'un n'a pas envie de le faire ou n'est pas disponible pour le faire, c'est pas un problème. Donc voilà, ça c'est une autre chose qu'on met en place. Et puis il y a une des personnes de l'équipe qui
qui a commencé à mettre en place aussi de son initiative des cafés c'est les 15 minutes de 15 heures. Pareil, il y a une petite salle Zoom qui est ouverte tous les jours à 15 heures pour 15 minutes, qui est dispo à ce moment-là pour prendre un café et discuter, s'y rend. Et puis des fois, il y a une personne, des fois, il y en a 3, des fois, il y a personne. mais voilà, on sait qu'on a cette petite espace de dispo pendant 15 minutes dans la journée pour voir d'autres personnes, même si c'est à distance c'est une pour opportunité. le moment. Ouais. Enfin, une autre thématique qui m'intéresse, c'est la thématique du feedback. Comment vous faites progresser les unes les autres? Est-ce que vous faites des feedbacks positifs, négatifs sur votre travail? On n'a pas vraiment quelque chose de formel à ce niveau-là. C'est une question qui est intéressante parce que justement, vu qu'on travaille ensemble, je pense que pour être totalement transparente avec toi, je pense que jusqu'à présent, vu que je jouais un peu le rôle de chef de projet, le feedback était un peu attendu de moi. Je l'ai donné en fonction des besoins, mais pas de manière très formelle. Donc c'est plus sur si jamais il y a un problème avec un client, ou si jamais, ou même du feedback positif, régulièrement. Félicitations, on a bien réussi cette campagne. Enfin voilà. L'idée, c'est vraiment d'aller vers quelque chose de beaucoup plus horizontal, de beaucoup plus, j'arrive pas à trouver mon mot en français, de leadership horizontal, ouais, vraiment où le feedback il se fait plus à la demande en fait, et pas vraiment descendant, plus en conseil qu'en feedback, plus en amont qu'en aval. Voilà, c'est pas qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai fait là, parce qu'au final on s'en fiche, c'est fait, donc ce que je pense, voilà, il y a pas vraiment de valeur ajoutée à ça, mais plus là j'ai un petit souci avec cette campagne, ou j'ai un petit souci avec ce client, et comment est-ce que je pourrais m'améliorer. Et puis là, il y a vraiment plus une notion de coaching, j'ai envie de dire, parce que j'ai pas forcément la réponse non plus toute faite. Donc mon job, c'est plus de les aider à trouver la réponse elles-mêmes. J'ai une question sur le leadership. Ouais. Comment, déjà, est-ce que toi, tu te sens leader, et comment a évolué ton leadership, peut-être avec ton expérience américaine aussi, et puis dans cette aventure de freelance / catalyseur et créatrice de Boots & Cats? Pour l'anecdote, ma première expérience de leadership a été désastreuse. Tellement désastreuse que je me suis dit que je serais jamais manager, que j'étais pas faite pour ça, que vraiment j'étais faite pour travailler toute seule, et que c'était pas possible pour moi de travailler, de manager une autre personne. J'étais complètement à côté de la plaque. La personne n'était pas forcément toute rose non plus, elle m'en a quand même fait voir sacrément. Mais moi, en tant que manager, j'étais complètement à côté de la plaque. J'étais directive, j'avais peur, j'étais pas à mon aise. Bon, j'étais jeune aussi peut-être, bien plus jeune qu'aujourd'hui, mais pas du tout à mon aise, enfermée dans cette notion de il faut que la personne elle fasse ce que je lui dis de faire, quoi. Et pendant des années, je me suis dit je ne serai jamais un leader. Et jusqu'à ce que je commence à travailler avec Charlotte, vraiment, j'avais quand même 2 personnes qui travaillaient avec moi, enfin 1,5 qui travaillait avec moi quand j'étais aux États-Unis. Mais toujours ces personnes, en fait, la transition pour moi, elle s'est faite à partir du moment où la relation, elle a changé, et elle est passée d'une relation manager-managé à une relation client-fournisseur. C'est-à-dire que en travaillant avec des freelances, ma relation avec eux, c'est une relation de client à fournisseur, et pas une relation, je suis pas leur patronne. Donc ça change pas mal la posture déjà de ma part à moi, mais aussi de leur part à elle. C'est-à-dire que, ou à il ou à elle. C'est-à-dire que il n'y a pas cette notion de codépendance qu'on peut avoir dans une structure employé-employeur habituelle, et ça permet des relations qui sont un petit peu plus équilibrées, j'ai envie de dire. Après, il y a quand même une dépendance dans le fait que, effectivement, si le job il est mal fait, le client il est pas satisfait et il renouvelle pas la commande, mais
ça c'est la responsabilité de n'importe qui. Donc il faut quand même produire un travail correct, mais à partir du moment où le travail produit, il est correct dans les temps et la relation, il y a aucune raison pour qu'elle s'arrête. Il y a pas d'autres attentes ni d'un côté ni de l'autre. Et du coup, ça permet de laisser libre cours à un niveau de relation et d'échange qui est beaucoup plus intéressant parce que on voit la personne comme un égal et pas comme un subalterne. Et moi, les gens avec qui je travaille aujourd'hui, je les considère pas comme des subalternes, je les considère vraiment comme des égaux. Ce sont des chefs d'entreprise aussi, des chefs de leur micro-entreprise, de eux-mêmes, comme moi je l'ai été et comme je le suis encore aujourd'hui. Donc, quand on se parle de chef d'entreprise à chef d'entreprise, on se parle pas de patron à employé ou même de pas tellement de clients à fournisseurs aujourd'hui. Aujourd'hui, on est plus sur une notion de partenariat. Mais au pire des cas, même si c'est client-fournisseur, c'est d'un niveau beaucoup plus équilibré que dans une relation salariée. Donc ça m'a permis de trouver ma manière de manager, en fait. Et c'est comme ça que j'ai envie de voir les gens, et c'est pour ça que la CAE, pour moi, c'était vraiment la réponse parfaite dans ce que j'avais envie de créer avec les filles. C'est que tout le monde est entrepreneur. Le terme dans la CAE, c'est qu'on est tous, moi inclus, entrepreneurs salariés. Qu'on a tous le même statut. Il n'y a absolument pas de hiérarchie de position. Et je trouve que c'est beaucoup plus sain dans les échanges. Je suis pas freelance, mais je suis salariée et je suis manager. Mon rapport aux autres, j'ai choisi d'avoir le même rapport aux autres que celui que tu décris en tant que freelance et entrepreneur. C'est-à-dire que j'ai appliqué exactement la même posture que tu décris vis-à-vis de mes collaboratrices. J'ai aussi que des filles à gérer, dans le sens où, bien sûr, il y a un lien de, quand même, je te demande de faire des choses, mais ça reste d'égal à égal, de donnant-donnant, parce qu'en fait, moi, je vois le rôle du manager aussi comme un catalyseur, finalement, de je te demande de faire des choses, mais je te mets dans des bonnes conditions et te fais travailler avec du plaisir et sur des sujets qui t'intéressent, etc., pour que tu donnes le meilleur de moi-même pour la performance du projet, finalement, et la pérennité du projet. Ce que tu décris est aussi hyper inspirant pour que des relations managériales se passent bien ou mieux dans la sphère salariée. Tout à fait. Ça me fait plaisir d'entendre ça parce que ça veut dire que c'est possible de faire ça dans un monde plus d'entreprise. Aujourd'hui, ça fait tellement longtemps que j'ai quitté le monde de l'entreprise que j'ai un petit peu de mal à voir comment ça. Les exemples que j'ai sous les yeux sont pas forcément reluisants, on va dire, en termes de relations manager. Mais du coup, entendre que il y a des managers comme toi qui ont des valeurs similaires aux miennes, ça me rassure sur l'avenir de nos entreprises. La clé, je trouve, est à la fois que les managers adoptent cette posture, mais demandent aussi à leurs collaborateurs d'adopter cette posture. Tout à fait. Et finalement, de mettre tout le monde dans une posture de proactivité par rapport à son parcours, par rapport à son travail. C'est pas uniquement du top down parce que le top le décide. Si le down ne bouge pas non plus, ça restera toujours du top down. Mais et moi, c'est un des mouvements que j'ai fait, en tout cas quand je me présente en tant que manager à des nouvelles personnes de mon équipe, par exemple, je leur explique ma manière de fonctionner et je leur dis voilà, moi je suis pas un manager directif, quoi. Je suis un manager collaboratif. J'ai envie de vous développer, mais si vous en avez envie, parce que sinon ça va être pénible. C'est pour faire un parallèle un peu théorique avec l'analyse transactionnelle. Je sais pas si tu es familière avec l'analyse transactionnelle, mais ouais. Globalement, pour simplifier outrageusement l'analyse transactionnelle, tu as 3 types de postures: parents, enfants, adultes. Et chacune des relations qu'on peut avoir dans notre vie professionnelle, personnelle, on prend toujours une de ces casquettes. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu vas voir ton banquier, en général, tu es plutôt dans une position, lui c'est le parent et toi t'es l'enfant. Ouais. Voilà. Et du coup, avec les managers traditionnels, c'est un petit peu cette posture-là qui est prise par défaut, qui est que le manager est dans une posture d'enfant soumis et le manager va être dans une posture de parent, des fois parent directif, des fois parent nourricier, donc parent qui va essayer d'apprivoiser, mais toujours parent. Alors que pour moi, le rôle d'un bon manager, c'est d'arriver à rééquilibrer la relation pour devenir une relation adulte-adulte.
C'est-à-dire qu'il suffit pas de nourrir l'enfant, mais il faut aussi permettre à l'enfant de sortir de son carcan d'enfant et de prendre ses responsabilités d'adulte et de se positionner face à son manager comme un adulte aussi. Et je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait que tant que la personne elle n'est pas capable de le faire, c'est difficile d'avoir ce type de management. Ça fait le lien peut-être avec, t'as dit que t'avais été prof de danse, que là t'es prof d'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques que tu utilises en étant prof, dans ta posture de prof vis-à-vis de tes élèves, qui peuvent aussi s'appliquer dans le management ou l'animation d'équipe? Oui. Je suis assez connue pour être une prof. Surtout, je me souviens, j'avais enseigné pendant un temps à un niveau bachelor, donc et j'avais des bachelors première année qui savaient pas ce qui leur arrivait quand ils sortaient de mon cours parce que ils avaient jamais vu ça, quoi. Je leur demandais de faire des trucs sans leur expliquer avant comment il fallait faire ou sans leur demander de prendre de notes et ça les mettait un petit peu en panique. Donc oui, j'ai des manières d'enseigner qui sont pas forcément aujourd'hui de plus en plus. Hein, je suis pas complètement différente de beaucoup de mes confrères et consoeurs à ce niveau, mais je vais utiliser des techniques d'enseignement inversé, c'est-à-dire de learning by doing, où d'abord on fait les choses et après on essaie de comprendre ce qu'on a fait, pourquoi ça marche pas, et on rajoute la théorie par-dessus, plutôt que de passer par des choses plus traditionnelles où on apprend des choses par cœur et puis un jour on essaye de les appliquer. Je donne quand même malgré tout quelques bases parce que je lance pas non plus les gens sur des trucs sans comprendre. Mais la majorité de mes cours, ça va être du pratique plus que du théorique. Et je pars d'un principe, c'est que aujourd'hui sur Internet, on trouve un petit peu tout ce qu'on cherche en termes de théorie. Et du coup, venir dans un cours pour m'entendre rabâcher un truc qu'on peut lire en ligne, je vois pas grand intérêt pour les étudiants. Donc, j'essaie toujours de me dire qu'est-ce qui va vraiment leur faire la différence, qu'est-ce qui va vraiment leur servir. Et je pense que la pratique accompagnée d'un bon feedback, d'une bonne prise de conscience de ce qui a été appris et de ce qui a été fait et comment on a fait et pourquoi ça marche pas, et de mon expérience aussi. Je pense que ça a beaucoup plus de valeur que moi leur expliquer les 4P ou je sais pas quoi, des choses qui peuvent trouver ailleurs. Je demande toujours à mes étudiants dans le premier cours, à part quand ils sont 300, mais dans le premier cours, je demande toujours à mes étudiants qu'est-ce que vous attendez de ce cours ? Qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre ? Parce que après tout, ils sont aussi là. Enfin, c'est pas des clients, même si techniquement c'est des clients, mais bref. Pas rentrer dans les technicités, mais globalement, si je regarde ça d'un point de vue marketing, je suis là pour délivrer un message à mon audience. Mon audience, c'est les étudiants. Donc, en bon marketeur, la première chose que je dois faire, c'est savoir qu'est-ce que veut mon audience. Donc, je leur pose la question, qu'est-ce que vous attendez de ce cours ? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez que j'aborde ? Enfin, voilà. Et un jour, un étudiant m'a répondu, Madame, moi, ce que j'attends de ce cours, c'est d'apprendre autre chose que ce que je peux lire en ligne ou ce que je peux apprendre sur Internet d'une manière générale. Et là, je me suis dit, grosse pression, parce que sur un cours de marketing basique, au final, la seule chose que moi, je peux lui apporter, c'est de vivre l'expérience et d'apprendre à évaluer son propre travail, d'apprendre à évaluer le travail des autres, d'avoir des clés de lecture sur ce qui se fait, mais pas de lui rabâcher des trucs qu'il peut trouver ailleurs, quoi. Et j'aime bien quand les étudiants me mettent ce genre de challenge parce que c'est eux qui ont compris. C'est eux qui ont compris que le savoir, il est disponible. La théorie, elle est disponible. Et que ce qu'il faut qu'ils aillent chercher dans les écoles, c'est l'opportunité de mettre les choses en pratique. Ouais, c'est hyper intéressant. Si je fais le lien un peu avec le management, on parlait de mettre ses collaborateurs en action. Je trouve que en tant que manager, de leur dire qu'est-ce que t'attends de moi, ça les met en action. Qu'est-ce que t'attends de notre relation, qu'est-ce que t'attends de ton travail, pas juste de te fournir un salaire à la fin du mois. Et puis dans des interactions, je pense en one-to-one ou même en collectif, la partie feedback par rapport à une situation, pas que des feedbacks négatifs, de dire finalement t'as fait ça, t'as réalisé ce travail, qu'est-ce que t'as appris, qu'est-ce que ça t'a apporté, qu'est-ce que tu penses avoir bien fait, mal fait, et moi avec mon expérience, je te débriefe aussi de ce que t'aurais pu faire différemment, là où t'aurais pu gagner du temps, là où t'aurais pu gagner en impact, et là où c'était super et j'ai rien à dire, et ça peut complètement s'appliquer.
tout à fait. J'avais peut-être une dernière question j'avais deux dernières questions. Une question sur la créativité. Tu disais tout à l'heure, en tant que multipotentielle, en plus marketeuse, prof de danse, tu disais que tu t'intéressais aussi à la musique et au chant. Donc j'imagine que tu as une dose de créativité et d'idées super forte. Comment tu as à ton inspiration et comment tu canalises tes idées? C'est une question qui est super intéressante et qui est très importante quand on est dans un métier créatif. Mais en fait, moi, si on m'écoute vraiment, je pense que tous les métiers ont une part de créativité. Nourrir l'inspiration, ça nécessite d'ouvrir tout, les yeux, les oreilles, les narines, et d'absorber. Je dis souvent à mes étudiants, vous êtes comme des petites éponges en fait. Et plus vous absorbez des choses, plus ce qui va ressortir après quand on presse l'éponge, ça va être de qualité. Si on vit le nez dans son smartphone pour caricaturer, et que on voit toujours les mêmes gens et qu'on va toujours aux mêmes endroits et que on lève pas ne serait-ce que pas lever le visage quand on marche dans la rue, on peut pas nourrir son inspiration. Donc pour moi, la première étape pour nourrir mon inspiration, c'est lever la tête, ouvrir les yeux, regarder ce qui se passe autour de moi, écouter les sons, sentir les odeurs. J'ai le plaisir d'avoir un marché en bas de chez moi quasiment tous les jours de la semaine. Donc pour aller au métro ou pour aller ailleurs, je traverse le marché et toutes ces odeurs, ça me donne plein d'idées, les odeurs. Donc voilà, utiliser tous ces sens en fait. J'ai revu Amélie Poulain il y a pas longtemps la notion de mettre la main dans le grain, dans le sac de grains et de sentir. Voilà, tout ça, c'est des choses qui nourrissent pour moi mon inspiration. C'est aussi la possibilité, en ayant un agenda flexible, même si en ce moment c'est pas forcément toujours tous les jours facile, mais de fermer l'ordinateur et puis d'aller passer une demi-journée ou une journée à faire le tour du lac d'Annecy en vélo pour s'aérer la tête parce que on a besoin de ça. Et que du coup, en faisant le tour du lac d'Annecy en vélo, on repère un truc, on voit une image, on entend un son, on a une conversation avec quelqu'un qui va générer encore tout un tas de choses. Une des disciplines sur lesquelles je travaille et j'ai travaillé pendant quelques années, c'est le design thinking. Et la phase de veille en design thinking, elle est vraiment une ouverture complète à des champs de compétences qui dépassent en fait la problématique même du sujet sur lequel on travaille. On va aller chercher dans l'art, on va aller chercher dans la sociologie, on va aller chercher, dans l'anthropologie, dans l'économie, dans la géographie, dans l'histoire, et avoir cette soif et cette curiosité, pour moi c'est une des meilleures manières de nourrir l'inspiration et de nourrir la créativité. Donc ça, c'est pour répondre à ta première question. Ouais, première question. Ma deuxième question, c'était comment tu canalises une fois que tu as plein d'idées. Ouais, Trello. D'accord. Donc tu notes tes idées, tu les classes. Alors déjà, par principe, je me dis que tout ce qui est pas écrit, c'est perdu. Donc oui, effectivement, le fait de noter, c'est super important. J'ai des petites pratiques perso de journal, d'écrire des choses dans un journal, de bullet journal, de listes de tâches. J'ai des listes à n'en plus finir. Je suis la reine des listes. Je crois que c'est pour ça que j'aime Trello. Mais après, je me dis que tout ce qui est sur la liste, c'est pas forcément, ça ne m'oblige à rien. Et j'ai un peu partout des listes de choses à faire, des listes d'idées, de business, des listes et des fois, ça va rester un an dans un coin. Je vais plus y penser. Puis un jour, je vais nettoyer un truc et je vais retrouver ça et je vais me dire ah ouais, ce machin-là, j'avais parlé de le faire. Tiens, ça pourrait être pas mal de le reprendre. Il y a des choses qui sont en cours de création, qui sont à moitié. J'ai un bouquin qui est à moitié écrit sur le marketing, qui ne verra peut-être jamais le jour. Mais c'est pas grave. Je me mets pas du tout la pression sur le fait qu'il faut absolument que tout soit fait. Parce que je pense que c'est en se mettant la pression et en se disant que on peut pas commencer autre chose tant qu'on n'a pas terminé un truc, qu'on s'enferme et que on tourne en rond et qu'on perd justement un petit peu de ce jus créatif. Alors c'est parfois aussi un peu la porte ouverte à jongler avec beaucoup de projets. Ça m'arrive régulièrement d'être en panique totale et j'ai trop de trucs qui sont en même temps.
Mais je jongle comme je peux, et puis il y a un moment où je vais prendre un peu de recul, où je vais aller faire le tour du lac d'Annecy en vélo, et je vais me dire, ok, qu'est-ce qui est important, par quoi je commence. Et là, je reviens avec l'esprit en paix en me disant, bon bah voilà, la priorité aujourd'hui, c'est l'ouverture, le lancement officiel de Boots and Cats. Donc mon énergie, ça va être en priorité là-dessus. Et puis les autres projets, bah, je les fais à côté quand ça me donne envie. Là, le bouquin, je l'ai fermé. L'autre jour, je l'ai ouvert en me disant, allez, je vais écrire. J'ai regardé la page là où j'en étais et je me suis dit non, en fait, honnêtement, si je suis honnête avec moi-même, là, j'ai pas du tout envie de faire ça. Donc, je le ferme et je sais que d'ici quelques mois, je le réouvrirai et il aura avancé. Hein, j'en ai déjà pas mal écrit, peut-être 30 000 mots déjà. Donc, il continuera à avancer et puis il sortira quand il sortira. Il y a pas de, enfin, s'il sort et puis s'il sort pas, il y a pas mort d'homme non plus. Voilà, moi je fonctionne un petit peu comme ça. Ouais, t'es à la fois exigeante, mais tolérante et bienveillante avec tes idées. Et le côté j'écris tout, je lance des trucs quand ça me fait envie, etc. Et en même temps, il y a des moments où je sais me recentrer et je sais prioriser pour faire atterrir ce qui est quand même vraiment important. Ouais, parce que je voudrais nuancer ça quand même. Parce qu'en m'entendant le dire, je me dis qu'il y a quand même une nuance qui est que pour avoir le luxe de faire ça, il faut avoir avant tout la possibilité de générer un revenu. Pour pouvoir laisser libre cours à ses envies et à démarrer des projets et les arrêter, je veux pas donner l'impression que c'est ce qu'il faut faire. Tant qu'on n'a pas une source de revenus fiable, qui permet, enfin, qui n'a pas forcément besoin d'être énorme, hein, mais chacun connaît le niveau de revenu dont il a besoin. Mais c'est important de, en tout cas, prioriser au moins une des activités qui soit une activité rémunératrice. Et parfois, je discute avec des gens qui sont des artistes, que ce soit des musiciens ou que ce soit des acteurs. Enfin voilà, j'ai un peu de tout dans mon entourage. Et c'est des gens qui vont travailler au Starbucks, qui préfèrent faire des cafés pendant 4 heures chaque jour pour pouvoir donner libre cours à leur art, plutôt que de galérer à essayer de gagner de l'argent avec uniquement leur art. Mais ils ont trouvé l'équilibre entre le besoin de revenus et le besoin d'expression d'un art. Alors, je vous passe toutes les histoires d'intermittents du spectacle en France. Il y a des situations un peu différentes, mais à la base, l'idée c'est vraiment de dire, si moi ce que j'ai envie c'est de faire de la musique la moitié de mon temps, je peux passer quelques heures à faire des cafés pour pouvoir me donner le luxe de pouvoir faire de la musique sans me mettre la pression de devoir faire de l'argent avec ma musique. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à faire de la belle musique. Si on se met la pression pour faire de l'argent avec sa musique, c'est là où on se retrouve à faire des trucs qui vont pas forcément à l'encontre de notre courant artistique et qui sont faits à contre-cœur, donc plus la valeur ils donnent plus le plaisir que ça pouvait procurer, quoi. Donc voilà, c'est important quand même de nuancer ça en disant oui, la créativité, oui, la liberté et pas la pression et la bienveillance par rapport à ses envies, à s'écouter, mais quand même malgré tout l'importance d'avoir une source de revenus fixe, pour moi, elle est primordiale. Bien sûr. Et ma dernière question, c'est sur l'équilibre de vie. Tu as écrit pas mal de choses là sur ton blog, notamment sur comment bien vivre sa vie en télétravail. Toi, comment tu gères? Est-ce que tu as quelques conseils à donner aux gens qui nous écoutent pour avoir un équilibre de vie qui convient? Alors, j'ai commencé à écrire ça quand le Covid est arrivé, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient bousculés dans une manière de travailler dont ils n'avaient pas du tout l'habitude, et aussi au niveau des managers, beaucoup d'appréhension de laisser leurs équipes partir en télétravail. Et je me suis dit que c'était peut-être le moment de partager quelques-unes de mes expériences et quelques-uns de mes trucs et astuces. Mais la première chose que je veux dire, c'est que il n'y a pas une taille unique et que les trucs de quelqu'un vont peut-être pas fonctionner sur quelqu'un d'autre, que les situations sont vraiment pas toutes les mêmes. Donc oui, je peux donner quelques conseils, je peux donner quelques astuces, mais le contexte, en fait, l'idée c'est vraiment de tester des choses pour essayer de voir qu'est-ce qui fonctionne pour soi.
Par exemple, il y a toujours la question qui se pose de savoir est-ce que je dois me fixer des horaires, surtout quand on est freelance. Hein. Après, quand on travaille pour une entreprise, des fois l'entreprise elle fixe des horaires pour nous, mais on va dire en tant que freelance, est-ce que je me fixe des horaires, je me mets au travail à telle heure et j'arrête de travailler à telle heure, ou est-ce que je suis un peu souple dans ma manière de travailler? Ben, pour être honnête, moi je passe par des phases. Il y a des phases où j'ai besoin de structure, où j'ai besoin de me dire je travaille de 8h30 à 18h30 et à 18h30 je ferme l'ordinateur et je passe à autre chose, avec des coupures au milieu bien sûr, mais d'avoir une vraie structure de journée. Et puis il y a des phases où je vais préférer travailler de 8h30 à 13h et puis de 13h à 17h faire autre chose, aller prendre un cours de basse, aller faire des courses, faire du vélo, je sais pas. Et puis après m'y remettre de 20h à 22h parce que je suis dans une phase où le travail que j'ai à faire me permet d'avoir ce genre de rythme. Donc ça, c'est un luxe qu'on a quand on est à distance, qu'on peut pas avoir quand on doit être dans un bureau de telle heure à telle heure. L'important, c'est de savoir là où est-ce qu'on veut arriver à la fin de la journée et le maximum d'heures qu'on est prêt à travailler. Parce qu'il y a ça aussi qui est assez dangereux. Et ça, je le dis souvent aux filles, je leur recommande, je leur conseille de vraiment compter leurs heures. Alors, moi, je suis un vrai ayatollah là-dessus. Je compte toutes mes heures au quart d'heure près parce que j'ai besoin de ce contrôle pour pas trop en faire. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, quand on est en télétravail, on a plutôt tendance à en faire plus qu'à en faire moins. Et du coup, c'est important aussi de savoir dire stop à un moment. Et pour ça, moi, je sais que j'ai besoin d'avoir cette chose concrète qui est le nombre d'heures passées. Mais d'autres personnes iront au feeling et au feeling se diront bah voilà, j'ai accompli ce que j'avais à faire aujourd'hui, je peux plier et il est 3h de l'après-midi et c'est pas grave. C'est pas grave si j'ai pas travaillé 7h, 8h, 10h, je sais pas. Non, j'exagère. Tant mieux même. Tant mieux, effectivement, tant mieux. Si vous arrivez à faire le boulot que vous avez à faire en 3 heures au lieu de 7, moi je dis bravo. Et c'est ce que je dis aussi aux gens avec qui je travaille. C'est à vous de voir comment vous voulez gérer ça, quoi. Voilà la tâche que vous avez à réaliser. Si vous le faites en 2 heures, allez donc faire du vélo. Pour que la relation managériale, elle puisse passer un peu comme un donnant-donnant, là c'est un peu pareil. Je m'approprie mon travail et je suis acteur en tant que collaborateur, je suis acteur de la relation managériale. Là, je m'approprie mon temps et je suis acteur de mon temps et je le subis pas. Moi, c'est quelque chose qui me frappe dans mes collaborateurs avec lesquels soit je peux travailler, soit je peux encadrer, ou comme je suis aussi RH que j'accompagne, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'approprient pas leur temps et qui subissent leur agenda et les sollicitations sans à un moment donné dire bah non, stop, ça je ferai ça demain. Ouais. Et j'ai envie de dire qui aussi, j'ai vu ça souvent dans des entreprises des gens qui attendent qu'on leur dise ce qu'il faut qu'ils fassent. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont besoin de plus d'encadrement, il y a des gens qui ont besoin d'avoir quelqu'un derrière eux qui va leur dire bon bah là t'as fini ça, maintenant c'est le moment de faire ça. Enfin, après je pense qu'en tant que manager, il faut être à l'écoute des besoins de chacun et peut-être que certaines personnes avec qui vous allez travailler vont avoir besoin de beaucoup plus de structure et que l'absence de structure va les effrayer. Donc ces personnes-là, elles ont peut-être besoin d'avoir le check-in tous les matins à 9h. J'ai un client en Angleterre, ils font ça. Tous les matins, ils font un check-in à 9h de l'équipe. Tout le monde se met au boulot. Et je pense que le soir, ils font aussi un check-in avant de partir, mais je suis moins sûre parce que en règle générale, nous, on a plutôt de rendez-vous avec eux le matin. Mais il y a peut-être des gens qui ont besoin de cette structure et qui ont besoin de se dire bon bah voilà, nous ce que nous on fait une fois par semaine en se disant les objectifs de la semaine c'est ça. Il y a peut-être des gens qui ont besoin de faire ça tous les matins. Et c'est peut-être aussi le rôle du manager de les accompagner dans ce cheminement et peut-être de les aider à trouver eux-mêmes tous les jours c'est quoi leur objectif de la journée, où est-ce qu'ils vont aller, qu'est-ce qu'ils doivent réaliser, jusqu'à ce que ce soit un mécanisme qui soit acquis et que les personnes n'aient plus besoin du manager pour leur dire alors ça va être quoi tes objectifs aujourd'hui, et qu'elles commencent à le faire toutes seules, quoi. Donc je pense que c'est aussi, d'un point de vue managérial, c'est aussi vraiment une question d'écoute de ce que les gens ont besoin, et d'un point de vue RH et recrutement, de savoir s'entourer des personnes qui correspondent à ce dont on a besoin dans l'équipe. Donc c'est peut-être des soft skills aussi à détecter, cette notion de prise de responsabilité et d'autogestion. On arrive à la fin de notre conversation.
Comment on fait pour suivre ton actualité et puis découvrir un peu plus Boots & Cats si on a envie de faire appel à vos services ou juste de vous suivre? Alors, si on a envie de découvrir toutes les chouettes choses que fait l'agence, ou si on a envie d'en savoir plus sur les réseaux sociaux d'une manière générale, on a un plutôt bon blog, je trouve, sur le site de l'agence. Donc, c'est Boots & Cats en un seul mot, .agency. Et donc là, c'est vraiment le site de l'agence et le blog de l'agence qui donne des trucs et astuces sur les réseaux sociaux, qui parlent de l'actualité un peu des réseaux sociaux, etc. Et si on a envie d'en savoir plus sur la CAE, sur l'accompagnement, sur ce que c'est que d'être membre de la CAE, dans ces cas-là, c'est bootsandcats.co, le site de la CAE, où là, c'est encore un petit peu en construction, donc il y a un site, mais pour le moment, on n'a pas encore beaucoup d'activités en termes de contenu. On peut aussi retrouver Boots & Cats sur les réseaux sociaux, donc Boots & Cats Agency, Boots & Cats Lab sur Facebook, Instagram, etc., LinkedIn. Et si on est curieux de savoir comment vivre cette notion de travail à distance et d'autogestion dans le travail et de reprendre ce que moi j'appelle reprendre sa liberté tout en maintenant une carrière professionnelle plus ou moins classique, et ben dans ces cas-là c'est mon blog, donc c'est audreyjulienne.com. Merci beaucoup Audrey pour tous ces bons conseils et ces bonnes pratiques et beaucoup d'inspiration. Merci à toi et félicitations pour ce chouette podcast que j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter ces derniers jours. Ah bah c'est sympa. Merci beaucoup. Bonne soirée. Que retenez-vous de ma conversation avec Audrey ? Donc comme d'habitude, j'essaie de faire assez synthétique pour le débrief. J'ai sélectionné 3 sujets. Le premier sujet, c'est bien sûr la multipotentialité et les conseils d'Audrey pour manager ce type de profil. Je retiens qu'il faut beaucoup d'écoute, de l'ouverture d'esprit, des ajustements pour nourrir des personnes qui souhaitent de la diversité dans leur job. J'ai bien aimé l'ouverture sur la flexibilité du travail. Le manager peut accepter de ne pas pouvoir répondre à tous les besoins de son collaborateur, mais il doit lui laisser la possibilité de s'épanouir en faisant quelque chose à côté de son job. Je trouve que pour tous les collaborateurs que nous sommes, c'est aussi intéressant de prendre conscience que notre employeur ne peut pas toujours répondre à toutes nos envies et nos besoins. Et donc, en cas d'ennui, la piste du side project ou même du temps partiel peut être instruite. À titre personnel, je crois beaucoup dans ce modèle. Quand je vois l'énergie et l'ouverture d'esprit que me donne la création de ce podcast, c'est clairement quelque chose que je n'aurais pas pu trouver dans mon travail. Le deuxième point que je retiens, c'est la manière dont Audrey aborde les relations professionnelles. Dans la CAE, il parle d'entrepreneurs salariés. C'est pour moi une posture que nous pouvons tous adopter, qui rend les gens beaucoup plus autonomes et proactifs et qui rend les relations interpersonnelles plus saines aussi, je pense. C'est applicable dans les relations avec nos collaborateurs, avec notre propre boss aussi. Je crois que nous avions abordé aussi ce thème dans l'épisode 2 avec Isabelle André-Perrussi. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous le conseille. Enfin, la dernière chose que j'ai appréciée, c'est la philosophie du « tout est possible, rien n'est obligatoire ». On retrouve les notions de liberté et de multipotentialité. Ça marche bien pour sa propre organisation et pour l'organisation du travail en équipe. Les créneaux de coworking, les 15 minutes de 15 heures, les boards Trello, ça demande quand même un peu de rigueur et d'autonomie, mais ça propose un cadre ouvert et flexible où chacun vient piocher ce dont il a besoin à l'instant T. C'est une approche très personnalisée, sans prise de tête, 100% management positif, donc 100% chef. J'espère que l'épisode vous a plu. Je ne pense pas publier de nouveaux épisodes avant la fin de l'année 2020. J'en profite pour vous remercier très chaleureusement pour l'accueil que vous avez réservé à Chef depuis le mois de septembre. Je remercie aussi tous mes invités pour leur confiance et leur générosité. J'aurai le plaisir de vous retrouver en janvier 2021 pour la suite de l'aventure Chef. Et croyez-moi, je suis en train de vous préparer du lourd. Si vous êtes d'humeur positive et généreuse, je vous invite à faire un cadeau à quelqu'un de votre entourage et à lui transférer le lien vers cet épisode ou votre épisode de Chef préféré. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires sur Instagram ou sur Apple Podcast pour me dire ce que vous pensez du podcast et me donner des idées pour des prochains épisodes. Je vous souhaite une excellente fin d'année, prenez soin de vous, profitez bien de vos proches dans la mesure du possible. À bientôt, Kenavo!